Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Un avion a participé à votre envol vers des personnages qui, l'air de rien, vous ont permis d'être régulièrement dans l'air du temps. La tête d'affiche que vous êtes devenue est restée une femme très simple, même si aujourd'hui au théâtre, grâce à vous, le public voit double. Bonjour Michel Bernier. Bonjour Jacques, bonjour tout le monde. Alors on vous retrouve, vous avez déjà accueilli dans les clés d'une vie, mais vous avez tellement de choses à raconter que j'ai trouvé d'autres dates. Et puis vous êtes à l'affiche au Théâtre de Paris avec Lily et Lily, un classique de Barillet et Grédy. On va en parler, mais d'abord on va revenir à votre parcours à travers une première date qui vous concerne indirectement. Le 8 juin 1964, c'est la première télé du professeur Choron dans Les Raisins Verts. Il apparaît, il fait le coup du poste de télévision qu'on reçoit sur la tête. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oh bah oui, bien sûr. Quand papa passait à la télévision, évidemment, on était branchés. Hein. C'était Jean-Christophe Averti. Exactement. Et là, c'était le jeu classique du seau d'eau, sauf qu'il avait mis un poste de télévision au-dessus de la porte. 3 personnes passaient, dont Fred, le dessinateur, qui était dans Harakiri. Et bien sûr, ça marchait pas. Et lui revenait, il recevait la télé sur la tête. Et c'est irrésistible. Et c'était c'était les premiers pas de la télé un peu déconnante. Hein, oui. À cette époque-là, Jean-Christophe Averti, ça a été un pionnier. Hein. Bon, les bébés à la moulinette, c'était extraordinaire. Voilà, c'était ça. Et il y avait Louise Petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était une vieille dame qui avait pas loin de 100 ans, qui chantait en soulevant ses jupes. Ah oui, et puis il faisait une espèce de cage aux oiseaux, un truc un peu délirant. Délirant. On pourrait pas imaginer ça aujourd'hui. Je ne crois pas. Je pense pas. Alors il se trouve que le jeu s'appelait le jeu Bête et Méchant, mais ce que tout le monde a oublié, c'est que Harakiri, journal Bête et Méchant, ça a été au 7e numéro. Ils l'ont trouvé à ce moment-là, c'était pas au premier numéro. Non, au premier, ça s'appelait, je crois que ça avait un autre nom, ça s'appelait Zéro, je crois. Ouais, c'est ça. Avant de devenir Harakiri, oui, avant que vraiment il soit assez d'accord, Cavana et papa, sur le chemin à faire avec ce journal. Voilà, et le slogan donc est né au numéro 7. Exactement. Voilà. Alors, tout cela, bien sûr, vous l'avez vécu à la maison. Oui, mais moi j'étais enfant, donc je me rendais pas bien compte de ce qui se passait. Je voyais bien que je vivais pas avec des gens normaux, en tout cas par rapport aux parents de mes copines. Mais moi je me rendais pas compte de ce qui se passait, évidemment. Hein. Il y avait un côté anarchiste à la maison. Oui, mais en même temps, moi j'étais une petite fille, donc moi je vivais la vie d'une petite fille avec ses parents, l'école, tout ça. Enfin, je vous dis, je voyais bien que j'étais pas avec des gens habituels, ça c'est sûr. Mais je pouvais pas imaginer ce que c'était Harakiri et tout ça. Puis moi j'étais très protégée. Moi j'allais pas au journal, j'étais trop petite. Enfin quand j'y allais, j'étais restée avec ma mère. Enfin, il y a plein de choses que moi j'ai pas vues, d'autres que j'ai vues, auxquelles j'ai participé aussi, mais qui étaient plus dans le côté festif. Comme le journal s'est vendu beaucoup dans la rue, il y avait tous les samedis soirs, mon père organisait une petite soirée pour récompenser les vendeurs, et moi j'étais là, voilà. Et puis il y avait les dessinateurs comme Cabu ou Fred qui venaient à la maison. Topor, Wolinski, Rézère, tous ces gens extraordinaires, oui. Et on ne mesurait pas à l'époque qu'il deviendrait culte. Ah, pas du tout. D'ailleurs, il y avait dans Charlie Hebdo, il y avait les couvertures auxquelles vous avez échappé, qui est venu parce que en fait, au départ, quand ils se réunissaient les mardis soirs, ils faisaient tous des dessins pour la couverture du journal. Donc, et quand ils n'étaient pas contents, ils les prenaient, ils les jetaient. Et donc, au fur et à mesure, on s'est dit, c'est dommage parce que on en a choisi une, mais il y en avait 10 de bonnes. Donc, ils ont commencé à les garder pour mettre les couvertures auxquelles vous avez échappé. Et combien de copains à l'époque qui allaient aux séances de bouclage, je me disais, mais nous, on se précipitait pour les récupérer, ces dessins, même sans savoir qu'ils auraient un jour de la valeur, mais ils étaient tellement drôles, il y avait tellement de talents réunis. Il faut savoir aussi qu'il y a eu l'interdiction de Harakiri Hebdo avec Bal tragique à Colombey. Oui. Et si ça s'est appelé Charlie, et peu de gens le savent, c'est qu'en fait, Cavana avait acheté les droits des Peanuts, d'un journal Peanuts, quelque temps auparavant. Oui. Charlie, voilà. C'est comme ça que... Et c'est en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils font Bal tragique et interdiction immédiate. Sauf que mon père et Cavana, et surtout papa, étaient plus dans le côté administratif que François.
Et donc lui, il va voir l'imprimeur et il décide de changer de titre dans la nuit pour pouvoir quand même être dans les kiosques. Et c'est comme ça que ça s'est appelé Charlie Hebdo. Voilà. Et Charlie, en fait, c'était les Peanuts de Schutz, qui entre octobre 50 jusqu'à sa mort en février 2000, a écrit 17 897 strips, dont 2506 pages du dimanche. Il y a de la matière. Il y a de la matière, absolument. Et puis vous avez eu un autre privilège, Michel Bernier, vous avez vécu la construction de la maison de la radio. Ah oui, ça me rajeunit pas cette affaire. Mais on habitait juste à côté, effectivement, avec mes parents, rue Agar, dans le 16e. Et donc, on a vu cette espèce de gros fromage blanc là monter au fur et à mesure. Et je sais qu'avec mes copines, j'étais dans le bas du 16e. C'est pas un 16e très animé. Et donc le premier truc, c'était une espèce de marchand de journaux, bonbons, et c'était les premiers trucs ouverts de la maison de la radio. Et en fait, on l'a vu construire. À chaque fois que je passe devant, je me dis, dis donc, ça me rajeunit pas cette histoire. Oui, et le jour de l'inauguration, c'est De Gaulle qui vient. Et puis à la sortie, il y a le Louis Hamad, qui était le préfet, qui sort avec sa voiture officielle, et il voit une voiture détruire des bouquets de fleurs. Et un policier prend une fleur et va régler la circulation avec cette fleur, une rose. Et c'est comme ça qu'est née cette chanson. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. Et oui, c'est comme ça que Hamad a écrit pour Beko, l'important c'est la rose, grâce à la maison de la radio. Alors, vos études, je crois que c'est à Malakoff. Alors oui, les études de droit, oui, c'est à Malakoff. La fac de droit venait d'ouvrir et donc j'ai atterri là-bas quoi pour. Et pourquoi des études de droit au départ, Michel Bernier? En fait, je crois que l'idée de devenir comédienne était certainement en moi depuis longtemps, mais je n'osais pas me le dire ou je savais pas comment faire. Enfin bon, j'étais un peu perdue avec ça. Et puis j'admirais beaucoup Maître Gisèle Halimi. Mon père avait besoin beaucoup d'avocats. Il a vu le nombre de procès d'interdiction. Et puis bon, j'aimais bien l'idée de défendre la veuve et l'orphelin, de défendre des idées. Et donc j'ai commencé le droit et je m'y suis vite ennuyée parce qu'avant de devenir Gisèle Halimi, il faut quand même faire des études. Oui. Et voilà, c'était pas trop pour moi. Voilà. Alors vous êtes allé dans un cours, mais pas un cours qu'on connaît, parce qu'en général on va chez Florent ou autre. Vous êtes allé au cours Viriot. Oui. Absolument. Peu connu d'ailleurs, je crois qu'il y a un professeur, Dominique Viriot. Il y a Dominique Viriot et puis avec Claude Viriot, le papa, oui. Qui a été mon professeur. Mais en fait, à l'époque, je fréquentais des amis qui étaient, eux, déjà au cours. Et ils me faisaient rêver parce qu'ils me racontaient leurs textes, tout ce qu'ils faisaient. Et puis c'était un cours où il y avait 2 auditions dans l'année. Une théâtrale qu'on faisait au théâtre du gymnase et une plus, on nous apprenait plus le cinéma. Et donc j'avais l'impression, je me disais, mais c'est un cours où on va me voir parce qu'il faisait venir des professionnels. Et donc, je suis rentrée dans ce cours. La première fois, mes copains m'ont dit, mais arrête, tu nous saoules, viens voir. Et c'est vrai, je le ressens encore aujourd'hui. Quand je suis rentrée dans le cours, j'ai eu la sensation que j'étais chez moi. Et vous avez travaillé pendant 2 ans. Et oui. Vous êtes retrouvée sur la scène de l'Olympia, la première fois, mais avec Dominique Webb. Ça, c'est pas une bonne info. Ouais, c'est ce qu'on dit sur Internet. Oui, mais c'est une fausse info. Les gens n'ont pas compris. En fait, c'est une de mes amies qui était figurante dans le public de Dominique Webb. Et ça me parlait parce que je sais qu'à l'époque, c'était une star, Dominique Webb. Et que c'était un peu les mentalistes d'aujourd'hui, quoi, on va dire. Complètement. Et qu'il y avait des gens qui étaient en fait comme des figurants pour pouvoir faire les numéros d'hypnose sur scène. Et ça marchait. Et vous avez vu? Moi, j'y suis allée avec ma copine, mais moi, j'ai jamais été engagée pour faire ça. Voilà. Ouais, mais enfin, sur Sud Radio, nous parlons vrai, donc c'est bien de rétablir les vérités. Ah, voilà, on rétablit les vérités. Alors, vous êtes décidé à faire ce métier et vous allez commencer discrètement dans les cafés-théâtres, Michel Bernier. Oui, parce que c'était le moyen de faire du théâtre quand même. Et puis, moi, je savais pas trop comment attraper ce métier, par quel bout, comment faire. Et puis j'ai rencontré Bruno Gassio et puis qui lui venait tout le temps au journal, à Charlie Hebdo. Et il avait besoin d'une comédienne. Et puis on a monté une pièce qu'on n'a jamais créée parce que on était trop nombreux, que c'est trop cher. Et on a écrit notre première pièce
de théâtre qui s'appelait L'amour, c'est comme un bateau blanc. Oui, et vous l'évoquez dans une émission d'Aujourd'hui la vie, présentée par Michel Demey, qui était également speakerine, où il y a un reportage et vous expliquez combien le café-théâtre, c'est difficile. Bah oui, c'était difficile d'abord parce qu'il fallait faire rire vite, rapidement, qu'on n'était pas tous des auteurs nés, hein, donc on s'est découvert aussi des talents d'auteurs, et donc c'était pas cher, on venait sur scène, on prenait 40% de la recette et le directeur le reste, et on se payait nos petites affiches, et si, comme disait Bruno, si le premier samedi c'était complet, on pouvait rester là longtemps, et puis si c'était pas complet, 2 mois plus tard on n'était plus là. Oui. Et en même temps, c'est une façon d'apprendre son métier devant un vrai public. Ah oui, puis c'était des petites salles, donc et c'était une mode, c'était la mode du café-théâtre. Tout le monde faisait du café-théâtre, beaucoup. Il y avait très peu de seuls en scène, hein, très peu de one-man show, beaucoup de petites pièces de théâtre. Oui, et d'ailleurs dans ce reportage de Michel Demey, Romain Bouteille explique que les cafés-théâtres ont remplacé les cabarets. Romain Bouteille qui a créé le Café de la Gare avec Coluche. Oui. Ah c'était, on a laissé les chansonniers. Voilà, les chansonniers c'était les cabarets. Marie Carrière, enfin bon, Jean Amadou, tous ces gens qui ont créé aussi une forme d'humour, et le café-théâtre est arrivé après un autre humour, mais qui était un humour, je dirais plus après 68, quoi, disons plus déluré, plus libre, on va dire. Voilà, ça c'était le début, et puis après il y a eu d'autres choses, et j'ai trouvé une autre date dans votre parcours qui est une date clé, le 5 novembre 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Bernier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Bernier. Nous parlerons tout à l'heure de Lili et Lili au Théâtre de Paris, un événement et une reprise modernisée d'un classique de Barillet et Grédy. 5 novembre 1983, une date importante. Alors ce n'est pas le début de cette émission, mais un tournant pour vous dans cette émission. Théâtre de Bouvard, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes une des sociétaires depuis le début, et ce jour-là, vous jouez un sketch pour la première fois avec Isabelle de Botton et Mimi Mati, qui s'appelle, qui a changé, qui est sur le dialogue côté court. Voilà, je cherchais. Dialogue. Oui, c'était trois concierges d'immeubles qui discutent entre elles, et ça nous faisait beaucoup rire, et surtout ce qui nous amusait, c'est que comme on a toujours été un peu boudés par les réalisateurs de cinéma, on s'était donné chacune le nom d'un réalisateur. Donc il y avait Madame Lelouch, enfin on avait, je me rappelle plus les noms qu'on avait choisis, mais Madame Zidi, enfin voilà. Ça nous faisait rire de faire des clins d'œil comme ça au métier, quoi. Voilà. Au départ, vous étiez donc de Bouvard, et c'est là où vous rencontrez Isabelle de Botton et Mimi Mati. Oui, absolument. On s'est rencontrés toutes les trois grâce à Philippe Bouvard. Moi, je suis arrivée fin 82, Isabelle aussi. Mimi est arrivée un tout petit peu après. Et puis, en fait, mais le premier sketch qui nous a vraiment donné la sensation que on était faites l'une pour l'autre, je dirais, c'est les majorettes. Oui. Voilà. Et là, en fait, c'est là où on s'est rendu compte de l'impact qu'on avait en étant ces trois tailles-là. D'ailleurs, le premier spectacle qu'on a fait toutes les trois s'appelait Existant trois tailles, et c'est vrai que les gens, ça les a tout de suite fait marrer de nous voir toutes les trois, quoi. Et vous retrouvez tous les trois, c'était une idée de vous, de Philippe Bouvard? Ah non, pas du tout, c'est une idée de nous. Enfin, c'est en fait, vous savez, je crois qu'on était tellement ensemble toute la journée à écrire des sketchs avec les uns et les autres. Et quand c'est une copine d'ailleurs qui nous avait dit « Ah, mais ce serait marrant de faire un truc de majorette », elle a pas pu le faire. Et puis on s'est retrouvés toutes les trois, on se dit « on le fait nous alors ». Et puis on l'a écrit, et puis on l'a fait, et puis c'est comme ça que ça a commencé, la sensation, et puis après d'avoir passé presque 8 ans ensemble, les filles. Voilà, et justement, à partir de ce sketch, vous avez eu l'idée de monter un spectacle, c'est venu comment? Pas du tout. Alors on était donc on était beaucoup ensemble, c'est vrai qu'on a écrit beaucoup de choses ensemble à l'époque de l'émission, et puis après nous on a quitté l'émission. Chacune un peu à droite, à gauche, tout le monde cherchait un moyen de rebondir par rapport à la popularité qu'on avait, parce qu'on avait une popularité démente, puisqu'il y avait près de
17 millions de téléspectateurs. C'est fou. On était dans le livre de record, on avait remonté de 2 points le JT de France 2. Enfin bon, c'était dingue ce qui nous arrivait. Sauf que quand on s'est arrêté, on s'est rendu compte à quel point on était un peu méprisé par le métier. Et donc, c'était pas simple de rebondir. Et puis on s'est retrouvé, Sud Radio, merci Sud Radio à l'époque. On a proposé une émission à Mimi. Elle disait, mais moi je vais pas le faire toute seule. Donc elle m'a appelée. On faisait une émission qui s'appelait Elles font rien que des bêtises, toutes les deux. Et puis après, je suis tombée enceinte. Et puis on dit, Isabelle, viens avec nous. Et puis en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais faisons un spectacle allons chercher nos sketchs, on va les retaper, les retravailler. Et puis avec nos petits sous, ma grosse bagnole c'était un espace break. On s'est monté une petite tournée de café-théâtre en France. Oui, et vous êtes passé des petites salles aux grandes salles quelques mois plus tard. Voilà, c'est-à-dire qu'on est passé à Lyon et dans un café-théâtre, et le café-théâtre a été obligé de rajouter une mezzanine parce qu'ils avaient surbooké et qu'on avait un tel succès. Et que là, on s'est retrouvé au théâtre qui s'appelle le Théâtre Rive Gauche aujourd'hui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous ayez autant de succès. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a des sketchs politiques et vous inventez, sans vous en rendre compte, une nouvelle forme de sketch qui parle à tous. Oui, on était... d'abord, je pense qu'on était encore dans cette idée que... on déconnait, on aimait bien se moquer, on aimait bien, et surtout on avait beaucoup d'autodérision toutes les trois, et sur nous, donc et c'est vrai que de parler des femmes d'une autre manière, on était 3 styles de femmes différentes, on venait d'horizons différents. Et je pense que c'est ce qui a fait notre succès. Alors, il y a eu les films, il y a eu les spectacles, il y a eu plusieurs spectacles. Vous avez été jusqu'à la Réunion et l'île Maurice. Vous avez joué 10 fois, ce qui est invraisemblable. Oui. À l'époque, c'était plus facile, on va dire. Mais on passait les frontières, en tout cas celle-là. Et c'est vrai que notre trio, qui s'est resté dans la tête des gens, affectif. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on fait un téléfilm toutes les 3, pour les gens, c'est de notre génération, c'est un retour à une espèce de jeunesse quelque part, et ça, je pense que les gens apprécient le fait qu'on vieillisse ensemble. Voilà. À l'île Maurice, à l'époque où vous passiez, il y avait une autre idole. C'était quelqu'un qui travaillait sur la plage, qui vendait des gris-gris, qui était le sosie intégral d'Henri Salvador. Et il faisait des spectacles de cette manière. Mais il avait bien raison. Alors, finalement, c'est petit à petit, vous avez développé les filles, et puis un jour, vous êtes retrouvée toute seule, et là, il y a eu Le Démon de Midi, qui est aussi un immense succès, qui lui est venu d'une BD de Florence Estac, qui avait vécu un drame courant, c'est-à-dire elle avait créé une maison d'édition, et puis son mec était parti avec une autre, et ce spectacle est né. Voilà, et puis Florence, elle a eu le prix de la bande dessinée à Angoulême. Oui. C'était la première femme, je crois, à l'avoir. Donc c'était une pionnière. Et puis en fait, c'est Marie-Pascale Austérite qui est metteur en scène et co-auteur aussi avec moi. En fait, c'est elle qui a découvert cette BD. Et puis elle m'en a parlé, et puis ça croisait ma vie, donc c'était un peu bizarre tout ça. Mais bon, on l'a fait, et on a eu un succès de dingue, puisqu'on est on a commencé dans la petite salle du Palais des Glaces, qui fait 80 places, jusqu'à l'Olympia. Je l'ai joué 4 ans. Comment expliquez-vous ce succès ? Est-ce que là aussi, ça parlait aux femmes ? Oui, je pense que ça parlait aux femmes. Et surtout, moi, j'étais très étonnée parce que je me disais, l'histoire des adultères, c'est pas nouveau. Il y en a dans toutes les pièces depuis toujours, chez les classiques, les amants dans le placard, tout ça. Je me disais, c'est incroyable que ça prenne à ce point-là. Mais je crois que le fait que je sois seule à le faire, que j'avais 40 ans, je pense qu'il y avait quelque chose de proximité, et le fait que j'en parle de cette manière, avec à la fois de l'humour, à la fois aussi, on s'est autorisé de l'émotion aussi dans ce spectacle, ça a touché beaucoup de femmes qui se sont dit, mais elle en fait, elle est comme moi.
Elle a vécu la même chose que moi et elle en parle et elle ose le dire et elle s'en est sortie. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès du spectacle. Oui, parce que vous avez dit tout haut ce que d'autres femmes se disaient tout bas sans en parler à qui que ce soit. Oui, et puis on prenait pas très au sérieux. C'était vraiment le côté, je pense. En plus, on démarrait une espèce de mode qui était de dire les familles recomposées c'est formidable. Voilà, les enfants c'est pas tout le monde vivait ça comme un espèce de truc tellement simple, alors que tout le monde sait très bien que ça n'est pas aussi simple que ça. Ouais, exactement. Alors ensuite, vous auriez pu faire une suite puisqu'il y avait eu une suite et vous avez choisi de faire Pas une ride, qui était tout à fait autre chose, qui était la femme de 50 ans. Oui. Et là aussi, vous avez parlé à tout le monde, Michel Bernier. Oui, mais on voulait pas faire le démon de midi, la suite, mais je pense que ces 50 ans nous ont marqué, Marie-Pascale et moi. C'est des phases pour les femmes qui sont pas toujours simples, la ménopause, les enfants qui sont grands, quelquefois le célibat, enfin tout ça était un sujet qui commençait à nous tarauder. Et c'est vrai que voilà, on a fait Pas une ride et que ça a été un carton fou parce que en plus de ça, c'est toujours pareil, on a su apporter des choses, la mammographie par exemple, qui est quand même un sketch dans le spectacle qui est devenu culte chez tous les mammographes, parce que j'ai encore moi des témoignages de femmes qui disaient à chaque fois je parle de vous et les médecins disent oui on connaît le sketch de Michel, voilà, c'est donc on apporte des choses aussi un peu différentes d'une autre manière et je pense peut-être et sans violence, sans donneur de leçons, quoi. Donc ça change les choses, pardon. Voilà. Et il se trouve ensuite que vous avez assuré la relève avec j'ai te laissé un mot sur le frigo où Charlotte, votre fille, a débuté. Et ça, c'était aussi très émouvant. Très émouvant, surtout que là, c'était pas un spectacle drôle, c'était une lecture de petits mots que se laissent une mère et une fille. Une mère qui est une femme qui travaille beaucoup et qui se rend compte qu'au fur et à mesure, les relations avec sa fille se passent uniquement par petits mots. Alors aujourd'hui, on laissera peut-être plus de post-it, mais on va se laisser des textos. Et qu'en fait, le langage, il devient que comme ça et très très sporadique, ce qui fait qu'on se dit plus les choses. Et quand arrive un drame, comme dans cette histoire, puisque la mère est atteinte d'un cancer du sein, à ce moment-là, on se rend compte à quel point on a loupé des choses parce qu'on fait que de se parler par petits bouts de trucs. Et en maintenant, c'est encore pire puisque maintenant, avec 3 lettres, on va se dire MDR, mort de rire ou autre chose. Donc tout ça est rétréci et on n'arrive plus à se parler. Et c'est ça qui était beau dans ce spectacle-là, c'est que à un moment, il fallait qu'elles se parlent et qu'elles se disent les choses pour que l'une puisse partir tranquille et l'autre grandir en paix. Ouais, et elle a grandi puisqu'elle est aujourd'hui dans Demain nous appartient, Absolument. Charlotte. Donc tout va bien. Et puis il y a aussi une autre nouvelle date qui est importante pour vous, c'est le 3 février 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Bernier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Michel Bernier, mon invité. Nous parlerons tout à l'heure de Lily et Lily au Théâtre de Paris, un événement théâtral important. 3 février 2015, une date importante, la diffusion du premier épisode de cette série. La stagiaire sur France 3, et là aussi ça a été un événement parce que je suis sûr qu'en tournant ce premier épisode vous n'imaginiez pas que 10 ans plus tard ça marcherait encore. Ah oui, pas du tout, non, en plus on a fait un premier qui était comment on appellerait un pilote, voilà. Oui. Qui a fait un tel carton d'audience que la chaîne a tout de suite dit allez, on part sur une série, et que là on a fait la 10e saison et qu'on va tourner la 11e là au printemps. Donc c'est merveilleux, quoi, un personnage qui attire autant de gens et qui reste populaire et qui est de qualité, voilà, parce que je le revendique. Et ça, c'est merveilleux, vraiment. Comment est née l'idée? Comment vous êtes arrivé là-dedans, Michel Bernier? C'est ma productrice Gaëlle Chollet de chez Éléphant qui un jour me parle d'un sujet qui se passerait dans la justice, et comme elle savait que j'avais fait des études de droit, que je pense qu'elle apprécie aussi mon travail d'actrice, et puis Anne Holmes qui était la directrice de la fiction a dit mais oui, il faut qu'on fasse quelque chose avec Michel, et puis voilà, le projet est arrivé, et puis je trouvais ça tellement bien de faire une stagiaire de mon âge et quelqu'un qui change de vie.
parce qu'on en a beaucoup parlé après l'histoire du Covid, où beaucoup de gens se sont dit, peut-être que la vie, elle est pas si simple, et peut-être que je devrais me permettre des choses que j'aurais pas osé me permettre quand on a peur, voilà. Et je pense qu'on est très moderne pour ça. C'est une femme qui change de vie, qui était exploitante agricole au départ. Qui était exploitante agricole, qui a été maire de son village, qui a été accusée à tort d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Donc elle a vécu des bouleversements et elle décide que plus jamais un innocent en prison dans son idéal. Et ce qui est très moderne aussi, c'est que son mari, interprété par Philippe Lelièvre, est un mari qui suit sa femme. Et qui est donc un homme qui accepte de prendre le rôle qu'on donne généralement aux femmes qui suivent leur mari. Voilà. Alors, il y a une chose très particulière, c'est que les premiers épisodes ont été réalisés par Olivier Barma, qui est le fils de Claude Barma, qui lui-même a réalisé la première émission de télévision sur la justice, qui était En votre âme et conscience. Alors, comme quoi, hein. On était fait pour se rencontrer. Exactement. Alors, et c'est vrai qu'en même temps, dans cette série, vous traitez des sujets de société qu'on n'a pas l'habitude de traiter ailleurs, Michel Bernier. Oui, mais c'est important aussi d'être. Je pense que c'est ce qui fait le succès de la série aussi, c'est d'être en cohésion avec ce qui se passe dans notre vie quotidienne, aussi bien dans les affaires qu'on traite, qui sont évidemment celles de meurtre, mais aussi dans la famille, parce que la famille, elle a beaucoup d'importance dans la série, et que les problèmes qu'on a avec nos enfants sont les problèmes que beaucoup de gens ont avec leurs enfants. Donc on reste quand même proche des téléspectateurs. Alors on n'est pas dans quelque chose de comment je dirais d'un peu fou, hein. On n'est pas dans ces personnages-là, mais on a réussi à mélanger à la fois les enquêtes et la comédie. Oui, et en même temps, il y a des sujets très graves comme la maladie d'Alzheimer. Il faut la traiter dans une série, c'est pas évident, Michel Bernier. C'est pas évident, et aussi les hommes qui ont battu leurs femmes, que sont-ils devenus, que font-ils, etc. On est rentré dans des sujets quelquefois très très touchy, mais je trouvais que c'était intéressant. Et puis lorsque vous êtes assistante stagiaire du juge d'instruction, il y a des scènes tout à fait quelquefois surréalistes et drôles. Ah oui, en plus j'ai beaucoup de chance parce que mon partenaire Antoine Hamel est vraiment un partenaire de rêve. On a des scénaristes aussi qui sont très attachés à ce que nous soyons impliqués, c'est-à-dire quand ils nous racontent les histoires, c'est bien aussi parce que s'il y a on est en cohésion, quoi. Donc effectivement, quelquefois on trouve des trucs à faire un peu rigolos, puis on reste très très liés. C'est une vraie équipe. Il y a des procès totalement surréalistes et il y a une information que j'ai trouvée qui est assez récente. Il y a un procès où une femme persiste à nier l'évidence et soudain son dentier tombe sur la barre. Et le juge a cette réplique fabuleuse: même vos dents ne résistent pas à l'épreuve de la vérité. Excellent. Et c'est vrai que ça compte parce que les moments de tension avec ces jugements il y a une contrepartie qui est le rire. Je crois que c'est comme en médecine, c'est comme tous ces métiers qui ont affaire à la dureté de l'événement. Je pense qu'il y a des endroits où, comme ça, dès que c'est une possibilité d'une respiration, elle généralement, évidemment, elle va avec l'humour. Je pense que c'est nécessaire, c'est obligatoire. Moi, j'ai rencontré des juges d'instruction femmes qui s'occupent beaucoup de choses familiales et qui me disaient: mais nous, ce qu'on aime dans votre série, c'est que vous parlez des choses vraies, c'est-à-dire que vous dites qu'après, on a une vie quand on rentre chez soi, et que cette vie-là, il faut savoir la gérer, parce que quelquefois, ils partent avec des sujets tellement graves, des rencontres tellement difficiles, qu'on a besoin de savoir faire un peu de distance. Oui, et même les tensions à la maison peuvent exister. Ça, évidemment, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, en fait, je me suis un peu renseigné. Le juge d'instruction, ça a été créé le 17 novembre 1808 dans le code d'instruction criminelle. Il remplace le directeur du jury dans la procédure pénale. Donc c'est pas hier que ça a commencé. Ah non, c'est pas hier. Alors, il se trouve que les séries à la télévision, pendant des années, vous en avez pas fait, alors que vous auriez pu accepter des choses, Michel Bernier. Oui, mais j'avais pas envie d'être enfermée dans quelque chose de qui m'aurait pas donné d'autres possibilités. Et puis c'est vrai que c'était un peu la mode où on donnait les noms des personnages à la série, que ce soit Julie Lescaut, Navarro, commissaire Moulin, etc., etc. Et que moi j'avais pas envie d'être
le Navarro éternel, la Julie Lescaut éternelle. J'avais l'impression que si je m'enfermais là-dedans, je m'en sortirais pas. Vous avez fait quelques apparitions dans Joséphine Ange Gardien, dans d'autres séries. Oui, mais ça c'est avec les copains. Ça c'est très différent. C'est pas moi qui ai les choses sur les épaules. Alors il y a quand même une série que vous avez faite qui s'appelait, on a un peu oublié, La Smala s'en mêle. Ah mais quelle merveille. Ça. Oui, mais ça s'appelait La Smala. Ça s'appelait pas. Je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs le personnage. Mais voilà. Mais on a adoré faire ça. Mais c'était un autre genre de série puisque c'était des 90 minutes. Et qu'on en avait 7. Voilà, c'est ça. On en a fait 7 et j'ai adoré faire ça. En fait, c'était une famille où le mari est parti. Voilà, et elle se retrouve. Le seul boulot qu'on lui propose, c'est les pompes funèbres, parce que là, par contre, il y a pas de chômage, et que donc elle se retrouve employée. Et comme c'est une femme qui a quand même une certaine culture et en même temps très empathique. Eh bien, elle y trouve sa place et elle va y trouver l'amour et elle a des enfants. C'est une famille Benetton, comme on dit. Hein, elle a des enfants qu'elle a adoptés de plein de régions du monde. Comme Joséphine Baker. Voilà. Et elle rencontre une jeune prostituée qui est jouée par Julie Debona. Voilà. Alors, il se trouve aussi que les pompes funèbres, il y a quelqu'un, un comédien très célèbre, roi de l'humour, qui a voulu débuter dans les pompes funèbres au départ parce qu'en face de chez lui, il y avait une église et des enterrements quotidiens. C'est Jean Poiret. Ah. Il a longtemps rêvé de travailler dans les pompes funèbres avant de découvrir sa vocation. D'accord, mais c'est vraiment un métier particulier et on peut aussi les remercier parce que sans eux, qu'est-ce qu'on ferait, hein, voilà. Et puis vous êtes en avance sur votre temps aussi tout de suite dans vos débuts parce que l'un de vos premiers tournages, c'était une chronique sociale autour du petit commerce, c'était Le Boulanger de Suresnes. Oh là là, oui, j'étais toute jeune là. C'était Joël Goron qui avait écrit ce scénario et je crois qu'il y avait Jean-Marc Thibault, il me semble, dans le casting. Et je pense qu'il y avait François Cluzet, mais on ne s'est pas croisés. Voilà, c'est autre chose. Mais surtout, c'était une série aussi en avance sur son temps, parce que les petits commerçants, on n'en parlait pas beaucoup à la télé, pas plus des sujets que vous traitez aujourd'hui. Ah oui, non, ce sont je sais pas, c'est pas des terrains de jeu de scénaristes. Le petit commerce, on a l'impression toujours que c'est pas intéressant, alors que ce qui était bien, c'est que ça permettait de voir plein de styles de personnes. Tout le monde va chez son boulanger. Ouais, et en même temps, ça vous correspond parfaitement. Tous les sujets proches des femmes, de la famille ou des hommes, ça vous touche. C'est pour moi. Alors, il y a eu quand même un sujet un peu différent. Vous avez joué Madame Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme. Oui. Ça n'a rien à voir. Ah, rien à voir, mais ça, c'était franchement extraordinaire. C'était Gérard Jourduy qui, à l'époque, produisait beaucoup de téléfilms sur l'histoire à l'époque, et puis il monte Le Bourgeois gentilhomme avec Christian Clavier qui faisait Monsieur Jourdain. Il y avait Audrey Fleurot d'ailleurs, et moi je me retrouve, moi qui n'ai jamais fait de classique, j'en ai jamais joué, c'était pas ma formation théâtrale, mais se retrouver en face de Christian Clavier, j'avais un peu les jetons, je vous avouerai, et en fait ça s'est très très bien passé. Moi j'ai adoré travailler avec lui, et voilà, on a tourné je sais pas, presque un mois dans un château où il faisait un froid de fou, mais moi c'était, et puis la pièce est tellement géniale, quoi. Voilà. Et puis alors, dans un genre très différent, vous avez fait une autre femme de quelqu'un, c'est Madame Bérurier dans Centre 2. Là là, mon Dieu, quel souvenir. Ah oui, non, rien du tout. Mais en fait, Claude Berry voulait produire le film d'après Le Démon de Midi, et il avait commencé le tournage de San Antonio, et puis on discutait, voilà, on était en train de travailler sur le projet du Démon de Midi film, et puis il me dit, écoute, j'ai un problème, est-ce que tu pourrais faire Madame Bérurier? Et donc j'ai dit bah oui, évidemment. Et voilà, je me suis retrouvée à jouer avec Monsieur Depardieu, Gérard Lanvin, et avec des mots à dire qui sont pas très faciles à dire. Oui, il faut savoir que Bérurier a existé, le vrai. Frédéric Dard l'a rencontré dans ses jeunes années à Lyon. Il avait une femme de ménage, et le mari de cette femme de ménage, il l'a vu un jour prendre un bain de pied dans la cuisine avec une fausse jambe posée sur la chaise. Donc il s'appelait Bérurier. Ah d'accord. C'est comme ça que c'est né. Très bien. Et puis il y a eu Lelouch aussi qui vous a repéré. Ah oui, mais ça c'était un rêve depuis toujours. Moi j'étais
passionnée par les films de Claude Lelouch. Je rêvais de faire ces films. J'ai envoyé je ne sais combien d'invitations quand j'étais au café-théâtre, etc., où je ne le voyais jamais arriver. Et puis j'ai joué la pièce de Josiane Balasco, Nuit d'ivresse, avec Francis Huster. Et Francis Huster et Claude sont très amis. Et donc, il est venu et voilà, il m'a fait un mot très gentil en me disant à 13, vite, devant ma caméra. Et vous avez tourné 3 films avec lui. Exactement. Et puis, un regret dans tout ça, c'est Harry Potter. Ah, ça restera, voilà. J'ai à un moment frôlé les étoiles. C'est déjà pas mal dans une vie de les frôler, les étoiles. C'est vrai qu'il cherchait la directrice française de l'école des sorciers, que j'étais parmi, je sais pas combien de comédiennes françaises, du genre Carole Bouquet, enfin bon, ces grandes actrices. Et puis, j'ai rencontré les réalisateurs et ça s'est bien passé parce qu'on est resté 45 minutes ensemble. Alors, je peux vous dire que pour un casting, 45 minutes avec un réalisateur, c'est que ça se passe bien. Et puis, je l'ai entendu dire, il faut voir les dates avec Michel, donc j'ai cru que c'était arrivé. Puis en fait, la production a préféré prendre une actrice anglaise plus âgée. C'est quand même triste parce que Harry Potter est universellement connu. Vous imaginez comment mon fils était petit à l'époque, comment je serais devenue la star de mon fils. Mais c'est vrai que Harry Potter touche toutes les générations. Toutes les générations. Et puis, en plus de ça, c'est aussi une belle histoire, celle de l'écrivaine. Oui. Parce qu'elle avait plus rien, elle écrivait ça, et puis tout d'un coup, c'est devenu mondial, des films, les romans qu'elle écrit sont enfermés dans des coffres-forts. Enfin bon, c'est fou. Voilà, et il y a une série qui est en préparation sur 10 saisons. Ils vont raconter Harry Potter pour la télévision, mais dans l'intégralité des romans. Et le tournage commence l'été prochain pour 2026. Donc ça va faire encore une relance. C'est fou, c'est fou. Alors ce qui est fou aussi, c'est l'adaptation de Lili Lili qu'on va évoquer dans quelques instants à travers la date du 29 janvier 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Bernier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Bernier. Donc, on a éclairé tout votre passé et il est important. Et puis, 29 janvier 2025, Lili et Lili, un classique de Barillet et Grédy que vous reprenez au Théâtre de Paris. Pourquoi cette reprise? Parce que je crois que c'est le 85, oui. Lili. C'est Jacqueline Maillan. Mais en fait, j'ai toujours adoré Jacqueline Maillan. On avait repris il y a quelques années Folle Amanda déjà. Moi, j'adore cette écriture, j'adore ces personnages de femmes très forts, très intelligents, très drôles. Et puis, je cherchais une pièce, je savais pas trop quoi faire. Tout ce que je lisais ne m'enchantait pas plus que ça. Et puis quand on m'a proposé, on m'a dit tu veux pas faire, qu'est-ce que tu veux pas faire, qu'est-ce que tu voudrais faire? Lili et Lili, ce serait bien, non? Et là tout le monde m'a dit mais oui. Et donc voilà. Vous connaissiez la pièce, vous l'aviez vue? Oui, bien avec sûr, Jacqueline Maillan. bien sûr. Alors l'histoire, il y a 2 personnages. On est à Hollywood en 1935, c'est ça? C'est ça, Hollywood 35, le Hollywood qu'on imagine, de rêve, avec des dorures, de l'argenterie partout, et puis c'est une star d'Hollywood, donc Lily DaCosta, insupportable, capricieuse, désagréable, un peu alcoolique, un peu de tout, quoi, un peu nymphomane aussi, et puis un jour arrive sa sœur jumelle qui est elle plutôt une petite nunuche du Minnesota, mariée avec un genre de pasteur, enfin bon, très religieuse, un peu comme ça. Et puis, l'impresario qui est joué par Francis Perrin, Sam, a l'idée à un moment d'échanger les rôles pour avoir un peu la paix avec la vraie star. Alors, à l'origine, Barillet et Grédy avaient rencontré Jacqueline Maillan, c'était leur 4e pièce, et elle leur dit, écoutez les enfants, moi je voudrais que vous alliez dans la folie, dans le déraisonnable. Il faut, si on s'amuse, on amusera le public. Le théâtre est devenu chiant aujourd'hui, il faut faire autre chose. Et c'est comme ça qu'ils sont allés dans la folie et qu'ils ont commencé à écrire Lili et Lili, qui a été créé au Théâtre Antoine à l'origine. Oui, mais ça m'étonne pas de Jacqueline Maillan, parce que je pense qu'elle avait besoin de challenge aussi, parce que je peux vous dire que c'est un vrai challenge de jouer 2 personnages, surtout dans la comédie. Et puis Barillet et Grédy adoraient tellement Jacqueline, elle leur a fait leur plus beau succès aussi.
ils se sont lancés, puis je crois que ça leur faisait du bien aussi. Hein. Il y avait certainement quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors, il faut savoir que la pièce a évolué par rapport à la version de 1985. Michel Oui, Bernier. évidemment, parce qu'avec Marie-Pascale Austérite qui a fait la mise en scène, d'abord la pièce était très longue à l'époque, elle faisait 2h20 ou 2h25. Oui, c'était à l'époque, il y avait un entracte, c'était la mode. Oui, voilà. Et puis aujourd'hui, il faut être un peu plus raisonnable et on a beaucoup travaillé, adapté, fait des choses qui font que, il faut être un peu plus dans ce qui se fait aujourd'hui, mais on n'a pas touché à l'essentiel, évidemment. Oui, mais vous avez aussi fait évoluer les personnages et même le vécu et ce qu'ils veulent dire derrière. Oui, parce que, par exemple, c'est vrai qu'on se dit, c'est là la force de Barry et Grady d'ailleurs, c'est que ils écrivaient des personnages de femmes assez forts. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est un peu d'imaginer le parcours de cette Lily, quand on parle aujourd'hui des MeToo et tout ça, de dire que cette fille, elle est partie de son Minnesota, elle a été certainement abusée 1 ou 2 fois, elle a cru qu'il fallait suivre les bonnes personnes, elle les a pas suivies, et peut-être que pour arriver jusqu'à la gloire, elle a été condamnée à céder à des gens qui n'étaient peut-être pas de très bon augure. Et donc, elle raconte tout ça et je pense que ça a une vraie résonance aujourd'hui. Oui, et puis il y a une question que ne se sont sans doute pas posées Barry et Grady. Est-ce que ces retrouvailles sont une chance pour les 2 sœurs? Ah oui, je pense que c'est une vraie chance. D'abord, à l'époque, le Minnesota, Hollywood, c'était pas tout près. Non. Donc, comment se retrouver, comment se voir en ayant 2 vies aussi disparates. Et je pense qu'elles sont contentes de se voir et certainement heureuses de changer de vie aussi. Oui, et puis à travers ce retravail que vous avez fait, Michel Bernier, il y a aussi votre personnage, car vous avez toujours parlé aux femmes, et là aussi c'est une façon de parler aux gens qui hésitent dans leur vie entre le calme, la sécurité et tout ce qui peut se passer. Oui, et puis surtout, moi ce que je trouve intéressant, c'est que Lily et aussi bien Déborah, la sœur jumelle, sont 2 femmes qui n'ont peut-être pas eu les parcours qu'elles auraient dû avoir au départ. Pourtant, c'est des jumelles, donc on va se dire, tiens, elles ont les mêmes chances, les mêmes parents. Et puis, non, en fait, elles ont vécu beaucoup de frustration. Donc c'est ça qui est intéressant à jouer aussi, c'est que c'est pas juste allez on claque les portes et on met des robes à paillettes, c'est aussi qu'est-ce qu'on a sacrifié dans sa vie qui aurait pu vous rendre heureux. Oui, et ça c'est un sujet qu'on ne traitait pas dans les années 80 dans le boulevard. Oui, mais c'était là quand même. Hein, oui. Ça c'est vraiment la base de Barry et Grady. Après nous on a retravaillé pour d'abord re-rythmer parce que c'est vrai que c'était un rythme plus lent à l'époque de Maillan et puis d'être plus dans cette modernité-là. Mais cette intention-là, elle vient d'eux. Hein. Voilà. Mais en même temps, jouer 2 personnages en même temps sur scène tous les soirs, bon, c'est de la magie, c'est ce que vous voulez. Comment ça se passe? Ah je suis crevée. Ah non, c'est un challenge merveilleux. J'ai 15 changements de costume. Oui. J'ai une super Anilda, notre habilleuse, qui est avec moi en coulisses. Allez, on enlève les robes, on met les robes, celle-là, les chaussures, les machins, etc. Ça va très, très, très vite. Faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Et puis, moi, je fais une chose que Maillan ne faisait pas. Moi, je change ma voix pour la sœur jumelle du Minnesota. Donc, il faut pas que je me trompe non plus. Alors, donc, c'est un beau challenge pour une actrice, oui. Jacqueline Maillan était aussi très fatiguée à la fin de sa présentation. En plus, elle avait fait des examens à l'époque et elle disait, mes analyses ne peuvent pas être plus mauvaises. Alors, on lui disait, mais écoute, repose-toi. Et elle dit, je me reposerai, je me soignerai quand je ne jouerai plus. Ben oui, elle avait raison. Elle ne vivait que pour la scène. Je pense que tous les gens qui font de la scène, vraiment, je sais pas comment font ceux qui n'en font pas, qui font que des tournages, mais la scène, c'est une passion absolue, quoi. Ce rapport-là, il est exceptionnel, incroyable, et puis surtout quand on fait rire. Une fois qu'on a ce talent-là, ce don-là, on a du mal à s'en passer. Mais en même temps, la mise en scène est parfaitement réglée. Il faut surtout pas dévier d'un iota, Michel Bernier. La mise en scène de Marie-Pascale, c'est de l'horlogerie, quoi. C'est on le sait, c'est pour ça que j'adore travailler avec elle, parce que je vous dis, c'est le balancier de l'horloge, hein. Et puis en plus, on sait que le 3e, c'est le public, c'est lui qui a un peu le diapason, donc lui qui donne le la aussi. Donc tout ça, c'est un mélange extrêmement subtil et qui fait que
ça devient un spectacle réussi grâce à ça aussi. Oui, et puis vous retrouvez le partenaire de vos débuts, ce qui est Francis Perrin, car vous avez commencé au cinéma avec lui, il y a eu 2 films. Absolument. Alors en fait, on s'était croisés sur le film Le Roi des Contes, après une BD de Wolinski, je crois. Oui, oui. Réserve. Non, c'est Wolinski. Et c'était Claude Confortès, donc j'avais une toute petite scène avec lui, et à la fin de ce tournage, il m'a dit quand je ferai mon premier film, je vous aurai un rôle. Et il a tenu parole. Donc j'ai fait Tête à claque et Joli cœur avec lui. Ouais, qu'il a mis en scène, c'était ses premiers films. Il les préparait de manière très particulière. Il s'est enfermé pour écrire son scénario en écoutant de la musique classique pendant toute la journée. Toujours. Principe. Oui, il adore ça. C'est un fou de musique classique, d'opéra. Et alors, il avait dit il y a quelques années, je ne remonte plus sur scène. Résultat, il a joué le duplex 3 jours. Il l'a fait 2 ans. Il refait en tournée. Et vous l'avez appelé et il a dit oui. Et oui. Et alors en plus, l'anecdote incroyable. Alors ceux qui aiment les signes vont être contents. Quand je l'ai appelé pour lui proposer, il était en train de ranger le texte de Lili et Lili. Il l'avait dans la main. Incroyable. Ouais. Et il a accepté. Donc il a accepté tout de suite. Et puis on était tellement heureux de se retrouver. Puis c'est une complicité de génération. C'est-à-dire que vous parlez le même langage. Oui, c'est vrai. Et puis on a la même passion. Francis, c'est un fou de théâtre. Je veux dire, il est sur scène, il est chez lui, c'est sa maison. Ce sont des challenges à chaque fois. On remet le titre en jeu. Enfin, vraiment, je pense que là-dessus, lui et moi, on se ressemble beaucoup. Oui. Oui. Et puis un challenge parce que vous répétez sans les rire et qu'après, il y a le jugement du public. Michel Bernier. Oui. Alors on répète longtemps, évidemment, tout seul. Et puis, à un moment, quand on sent que le spectacle, ça y est, commence à prendre forme, il y a un moment, on a besoin des rires parce que à force de répéter, c'est plus drôle, quoi. On a besoin de se rassurer. Et vous ne changez absolument rien chaque soir. Il n'y a pas d'un. Bon, de temps en temps aussi, on peut changer une phrase ou un mot parce qu'il n'est pas évident ou qu'il fait pas rire. On pensait que ça ferait rire, puis ça le fait pas, donc on cherche autre chose. Mais ça, c'est les premières, puis après, ça roule tout seul. Oui, alors que Jacqueline Maillan, elle, changeait à sa guise sans prévenir même ses auteurs. Ah oui, non, moi, une fois que c'est fait, je suis très, très sérieuse dans mon travail. Et Pierre Barillet m'a raconté, donc Folle Amanda est créée, elle voulait un suicide, etc. Oui. Donc ils vont voir le suicide à la fin, ils s'aperçoivent que non seulement elle ne se suicide pas, elle prend une aspirine, elle fait des grimaces et elle fait rire. Elle dit, mais mon public n'imaginerait pas que je sois triste. Elle avait tout changé sans prévenir personne. C'était l'instinct du théâtre aussi. Oui, et puis Jacqueline, par exemple, dans Folle Amanda, en fait, au départ de la pièce, elle sauve une petite jeune fille qui veut se suicider et en lui confiant son petit chien. Et en fait, elle réussit à l'empêcher de le faire, évidemment. Et ça se terminait comme ça, comme une espèce de transmission entre Jacqueline Maillan et la jeune fille. Mais Jacqueline, ça lui allait pas parce comme elle revivait une histoire d'amour dans Folle Amanda, elle voulait que l'amoureux revienne. Et c'est parce qu'elle ne supportait pas l'idée que ça se termine pas bien. Voilà. Alors, vous parlez de transmission. C'est d'autant plus important de reprendre cette pièce qu'aujourd'hui, dans les cours de théâtre, on ne connaît plus forcément Jacqueline Maillan et qu'il y a une transmission à faire sur cette forme de théâtre, Michel Bernier. Oui, moi j'en suis sûre. En plus, ça a été une forme de théâtre, le théâtre de boulevard, qui a été beaucoup boudé parce que dans les années 80. Voilà, c'était il y avait les gens du boulevard et les autres, quand même. Et la popularité de Jacqueline Maillan, à l'époque, c'était une popularité, évidemment, le public, mais le métier, elle la méprisait un peu. Il méprisait un peu ce genre-là. Hein. Elle est devenue culte des années après, Jacqueline Maillan, mais comme d'autres d'ailleurs, que ce soit Maria Pacôme ou d'autres, Sophie Desmarais, d'autres actrices qui étaient des grandes actrices de boulevard, parce que c'est une façon de jouer qui est extrêmement difficile et où on avait l'impression de parler de sujets un peu artificiel, et en fait non. Donc c'est vrai que c'est un théâtre qui demande beaucoup d'exigences. Alors, il se trouve qu'il y a quelque temps, il s'est passé quelque chose dans votre vie, et je pense que ça m'aurait donné matière à une pièce. On vous a félicité pour votre politique, Michel. Ah, mon Dieu. Ah oui, là, cette espèce de faux homonyme Michel Barnier, c'est sûr que bon après. On a vraiment confondu. Alors.
Oui, parce que je pense que voilà, comme on m'a souvent appelé Michel Mercier ou Michel Berger, ou voilà, j'ai l'habitude. Oui. Voilà. Mais Michel Barnier, c'est plus Mais rare. Michel Barnier, bon bah, on me le faisait de temps en temps, mais là, Premier ministre, j'y avais droit en permanence. Oui. Voilà. Et votre seule politique, c'est le rire et le public. Absolument. Mais ce qui était trop mignon, c'est que le public qui m'envoyait des messages sur Instagram me disait oh, bah, c'est dommage que ce soit pas vous. Oui, remarquez, il y aurait pu y avoir Michel Bernier et Michel Barnier. Voilà. Il y a Lily et Lily. Mais je sais pas ce que serait devenu la France, mais en tout cas, moi, je suis bien sur scène. Vous êtes très bien. Alors, je précise que c'est du mercredi au samedi à 20h, le samedi à 16h à 20h et le dimanche à 15h. Oui. Faut quand même tenir le rythme. Ah oui, il y a intérêt à prendre des vitamines. C'est au Théâtre de Paris. Et l'avenir ensuite, Michel Bernier? Alors après, saison 11 de La Stagiaire. Oui. Voilà, et puis nous partirons en tournée avec le spectacle en début d'année prochaine. Donc, ça fait quand même un emploi du temps très chargé. Absolument. Ça ne vous gêne pas? Oh, bon, au contraire, moi, vous savez, le temps qui reste est un temps qui se raccourcit, donc autant qu'il soit bien rempli. Est-ce que vous pensiez que vous en seriez là aujourd'hui quand vous avez débuté? Mais jamais de la vie, j'étais même la première fois que je suis montée sur une scène, je me pinçais, hein. Ah Vraiment. bon? Ah oui. Je trouve ça incroyable de jouer devant des gens. Et puis aujourd'hui, vous êtes habitué. Oui, mais j'ai toujours le trac. Mais il faut le garder. Donc, Lily et Lily, c'est au Théâtre de Paris, le plus longtemps possible, j'espère. Oui. Et puis, on viendra vous applaudir et découvrir cette nouvelle version de Barry et Grady. Avec plaisir. Les anciens découvriront, les jeunes découvriront. Mais les jeunes sont très étonnés, hein, parce que c'est pareil, ils n'ont pas l'idée de ce que c'est que ce genre de théâtre, donc ils se marrent comme des fous, parce que franchement, c'est extrêmement drôle. Eh bien, l'adresse est donnée, le lieu est donné. On les attend et vous les attendez. Merci beaucoup. Merci Michel Bernier. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.